Bonjour, heureux de vous retrouver dans nos studios. La Haute-Vienne et la Creuse, voilà deux départements français emblématiques de la désertification rurale qui a aussi considérablement affecté l'Église. Mais pourtant, le diocèse de Limoges n'est pas le moins peuplé de France, contrairement aux idées reçues. La démographie repart à la hausse et l'Église se considère comme un laboratoire pour la mission. Une ancienne église se meurt, dit-on sur place, mais une église nouvelle grandit. Quel visage prend-elle? Quels sont aujourd'hui les appels missionnaires à Limoges, le pôle urbain, mais aussi dans le monde rural? Nous en parlons avec Monseigneur François Caliste. Bonjour. Bonjour. Évêque de Limoges. Alors nous venons de vivre la béatification du pape Jean-Paul II et l'on apprend dans la foulée que ce sera peut-être la première paroisse française consacrée au bienheureux Jean-Paul II. C'est la paroisse du Sacré-Cœur Sainte-Jeanne d'Arc à Limoges qui va changer de nom. Voilà, c'était un projet depuis quelques années. La demande avait été faite. Et mon prédécesseur, Christophe Dufour, avait souhaité attendre que quand même la béatification soit proclamée. Et donc, la date a été prise et nous aurons la joie de changer le nom de la paroisse, qui était un nom provisoire, hein, Sacré-Cœur Sainte-Jeanne d'Arc, en paroisse du bienheureux Jean-Paul II à partir de juillet prochain. Cette béatification a eu des effets jusque dans les campagnes françaises? Eh bien, en tout cas, elle a été très suivie par les communautés chrétiennes. Elle a donné lieu à une grande veillée de prière. J'avais donné aussi une conférence, quelques souvenirs sur les années Jean-Paul II, telles que je les avais moi-même vécues à Rome. Et ça a été un événement qui, je crois, a été bien relayé, oui, dans notre province. Vous êtes arrivé en mai 2009 au diocèse de Limoges, au beau milieu des ostensions. C'est une coutume locale, surtout en Haute-Vienne, mais aussi un peu en Creuse et en Charente. On en voit à l'instant des images. Ces ostensions, elles ont lieu tous les 7 ans, en mémoire d'un miracle au Moyen-Âge. On présente ces reliques à la vénération des fidèles, notamment les reliques de Saint-Martial à Limoges. Pour quelle raison, cette tradition? Initialement, autant que la mémoire puisse remonter, c'est à la fin du Xe siècle que, à la suite d'une grave épidémie, le mal des ardents, les reliques ont été exposées et exposées à la vénération des fidèles, et beaucoup de malades ont été guéris. Et depuis lors, cette cérémonie se perpétue tous les 7 ans. Donc il y a les ostensions, non seulement à Limoges, mais dans plusieurs paroisses de la vallée de la Vienne. Et les rendez-vous sont pris donc de 7 ans en 7 ans. Il y a aussi chaque année de petites ostensions qui marquent, peut-être avec des fêtes un peu moins grandioses, mais dans les différents lieux, un grand rassemblement de dévotion populaire. Le dernier grand rendez-vous, c'était donc en 2009, au moment de votre arrivée. Je vous propose de revoir un extrait du documentaire diffusé sur KTO, Chasse gardée en Limousin, une manière de découvrir ce que sont ces ostensions. C'est un film de Marc de Souter et Laurent Ramanan-Jarisoa. Les ostensions, incontestablement, rassemblent. Vous intercalez entre les groupes qui tiennent les chasses, les reliquaires. Il n'y a pas d'ordre particulier. Rituel classique de l'ouverture d'un reliquaire, ici celui de Saint-Aurélien. Après lecture du procès-verbal des ostensions de 2002, ouverture du reliquaire et retrait des cotons protecteurs. Alors, vous enlevez le coton comme ça. Vous enlevez le coton. Et là, on ne sent pas le crâne. Ça reste en place, c'est plus simple. Voilà. Vérification du bon état du crâne par un médecin. Et enfin, présentation aux fidèles, autrement dit ostension, comme son nom l'indique. Vient ensuite la vénération du chef par les prélats, les membres de la confrérie et les personnalités. Mais le moment de ferveur populaire, c'est le soir qu'il se produit, avec une affluence rarement vue dans les rues de Limoges pour la procession au flambeau des différentes chasses. Henri Ardant est, comme prévu, en tête du cortège pour en assurer la sécurité.
Hé, Benoît, faut nous dire le parcours. Ah oui. Ah oui. Vous avez les confréries de Limoges, oui. Les 4 saints limousins. Donc on vénère Saint-Martial, Saint-Loup, Saint-Aurélien, Sainte-Valérie. Et vous remarquerez qu'il y a en plus une chasse, la chasse de Sainte-Jeanne de l'Estonac, dans la mesure où il y a l'école Beaupérat avec des reliques de Sainte-Jeanne de l'Estonac. Mais pour Limoges, c'est Saint-Martial, Saint-Loup, Saint-Aurélien, Sainte-Valérie. Grande première pour la chasse de Saint-Martial, portée sur l'ensemble du parcours au lieu d'être tractée. Une demi-tonne répartie sur 10 épaules. Pierre Légnat avait donc battu le rappel des jeunes. Je les ai eus à l'époque où ils étaient collégiens, ils avaient 16-17 ans, les 2 premiers là. À l'époque, ils n'étaient pas aussi grands. Hein. Honnêtement, ils n'étaient pas devant, ils étaient derrière à l'époque. Et puis ils ont un petit peu trop grandi et puis maintenant ils se retrouvent devant. Mais c'est vrai que... Quel âge tu as, Jérémy, maintenant? 27 ans. 27 ans. Donc ça fait plus de 10 ans qu'ils portent. Tu sais en quelle année que tu as commencé, Jérémy? 98. 98. Donc... Mon grand-père était là-dedans, mes oncles étaient dans la confrérie, donc c'était tout naturel pour moi. Voilà une plongée dans cette tradition locale des ostensions qui est assez particulière et en même temps qui attire des foules considérables. Et c'est à ce moment-là que vous êtes arrivé dans le diocèse. Et je suis arrivé, oui, j'ai été nommé le 25 mars 2009 et j'ai été ordonné le 17 mai. Alors entre-temps, il y avait les ostensions de Saint-Martial à Limoges et alors il fallait absolument que l'évêque nommé participe, bien que le cardinal Barbarin était prévu pour présider. Alors il y a eu cette situation un peu étrange où le cardinal a présidé. Mon cher Charrier, qui était l'administrateur apostolique, était là également. Et puis il y avait l'évêque nommé. C'est une manière très particulière de découvrir le diocèse, en même temps de voir cette foule attachée à cette tradition. C'est une plongée pour moi dans une réalité que je ne connaissais pas du tout. Bien qu'originaire d'un diocèse voisin, le diocèse de Bourges, où il y a aussi des traditions locales, des fêtes patronales, eh bien, je ne connaissais pas du tout le Limousin et encore moins les ostensions. Alors, on avait dit un peu quelque chose, mais je pensais que, on devait en rajouter beaucoup. Et je me suis aperçu que, véritablement, ce sont des fêtes très, très actuelles. Il y a cet attachement populaire, mais il y a bien sûr les fidèles, mais il y a aussi les athées, les communistes, les anticléricaux. Tout le monde est sorti et personne ne se pose la question de savoir s'il faut y aller ou pas. Tout le monde est sorti. Alors, il y a certainement quelques réticences, forcément. Mais l'impression que ça donne globalement, c'est que vraiment toute la population participe, tout le monde est dans la rue, et dans une attitude très particulière. C'est-à-dire, c'est pas forcément de la grande piété ostentatoire, pas forcément une attitude de prière très, très intense, mais c'est pas non plus la fête foraine. Enfin, c'est une attitude très, très joyeuse. Qu'est-ce que ces coutumes révèlent au fond ? Je crois un fond de religiosité pour le moins, et pour beaucoup, je crois encore, un attachement à une forme de vie chrétienne. Alors il est vrai que les pratiquants réguliers sont peu nombreux, mais il est vrai aussi que les personnes qui s'investissent dans les ostensions, et pas seulement pour ces grandes ostensions tous les 7 ans, mais aussi pour beaucoup, comme je disais tout à l'heure, de petites ostensions, de petites manifestations traditionnelles, que peuvent être des pèlerinages locaux, des fêtes patronales, des bénédictions. Il y a cet attachement à l'Église. Beaucoup de gens participent, je le constate. Et au quotidien, alors on voit cette foule des grands jours, tous les 7 ans notamment, et aussi toutes ces fêtes locales. Au quotidien, à quoi ressemble l'Église du diocèse de Limoges? Pour vous, le grand défi, c'est l'évangélisation aujourd'hui des espaces ruraux. Oui, c'est un défi, un grand défi parmi d'autres. Le diocèse de Limoges a cette particularité de présenter 2 départements et un grand contraste entre, je dirais, un espace urbain, la ville de Limoges avec son agglomération, donc en gros 200 000 habitants, et l'espace rural, c'est-à-dire toute la Haute-Vienne rurale et la totalité de la Creuse, on peut dire, donc à peu près 300 000 habitants, avec une relativement faible densité de population, très peu ou pas sur la ville moyenne. Pas forcément parce que je me fais aussi conduire, mais il est vrai que les distances comptent beaucoup. Oui.
Et il est vrai qu'il y a un habitat extrêmement dispersé. Il y a quand même à peu près 200 communes dans la Haute-Vienne, 260 dans la Creuse. Donc ça fait beaucoup de petits villages. Il y a très peu de communes qui aient plus de 1000 habitants, par exemple. Alors comment faire en sorte que le tissu ecclésial ne dépérisse pas ? Alors ça, c'est un grand défi. C'est toute la question de trouver, je dirais, à la fois les moyens de regrouper les chrétiens pour qu'ils puissent avoir une vie communautaire, avec un tissu humain quand même qui soit suffisamment porteur, et puis de ne pas dévitaliser les différents lieux, les différents relais, voire les clochers isolés ou les petits hameaux. Il est difficile de trouver. Autrement dit, quand mesure. on est juste une petite dizaine de fidèles pratiquants, on ne peut plus vivre tout seul, on ne peut plus se le permettre, c'est ce que vous êtes en train de me dire. On ne le peut pas, je dirais, par définition, parce qu'un chrétien ne peut pas vivre seul. Alors évidemment, il peut, je dirais, dans un quotidien, vivre avec sa foi, mais il doit à un moment ou l'autre retrouver la communauté chrétienne rassemblée, notamment rassemblée pour la prière, pour l'Eucharistie, de manière à vivre cette dimension proprement ecclésiale de la vie chrétienne. Il ne peut pas y avoir de chrétiens complètement isolés. Il faut donc, à un moment ou l'autre, qu'il y ait une assemblée chrétienne. Alors pas forcément une assemblée eucharistique, mais une assemblée où les chrétiens se retrouvent ensemble pour célébrer, pour partager la parole de Dieu, pour prier, pour se former. Enfin, c'est une exigence, je dirais, c'est nécessaire à la vie chrétienne. Alors avant d'aller plus loin dans la réflexion autour de la communion, je voudrais qu'on parle de communication, parce que ça fait partie des grands chantiers ou de vos priorités. La radio diocésaine RCF Email Limoges fait un travail considérable de lien entre les fidèles, les communautés, peut-être aussi ceux qui sont plus loin de l'Église. Et selon certains sondages, d'ailleurs, RCF Limoges fait 25 000 auditeurs semaine. C'est la première radio associative locale. Je vous propose de voir un reportage de Frédéric Jakovlev dans les studios de cette radio RCF. À RCF, l'un des outils de travail essentiels, c'est cette carte Michelin. Car la radio émet sur un territoire plus grand que la France. 11 000 mètres carrés pour seulement 2 départements, la Creuse et la Haute-Vienne. Pour les journalistes, il s'agit donc de s'adapter à cette réalité. On ne peut pas aller partout, par exemple à Guéret. Guéret, c'est quand même une ville très importante pour nous. On ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas le temps, parce que tout de suite ça nous prend toute l'après-midi. Quand on a un journal à faire avec 7 éléments dans un journal, c'est pas possible. En gros, il me dit que... La solution, c'est donc Internet et le téléphone. Car l'objectif de la radio, c'est l'ancrage local. Une information de proximité comme ses concurrentes, mais surtout une information religieuse. Fête paroissiale, vie des chrétiens, parole de l'évêque, plus qu'un outil d'évangélisation, RCF est un lien. La radio désenclave un des territoires français où la densité de population est la plus faible. D'autant qu'en Haute-Vienne, 90% de la population habite Limoges. La difficulté, c'est surtout d'éviter d'être trop limougeot, de faire attention que le diocèse il est aussi présent à Évaux-les-Bains ou à Bellegarde-en-Marche, donc au fin fond de la Creuse, et que les chrétiens qui vivent là et qui sont engagés dans leur mouvement, dans leur paroisse, puissent être présents aussi au cœur de l'église du diocèse. Avec seulement 4 salariés et une pléiade de bénévoles qui produisent chaque jour 4h45 de décrochage local, RCF Limousin, c'est d'abord un esprit familial palpable à l'antenne, mais aussi dans la ligne éditoriale de la radio. Qui vous est également proposée, il faut le savoir, par le parc naturel régional Périgord-Limousin. C'est une petite région qui est peu peuplée, donc on n'a pas beaucoup non plus d'auditeurs, mais ils sont très attentifs à ce qu'on relève ces différents défis, c'est-à-dire parler de local avec une attention particulière, un regard humain. Je crois que c'est ce qui est important. RCF vous fera vivre en direct cet événement exceptionnel. À sa façon, le père Jean-Marie lutte aussi contre cette désertification. Curé dans la banlieue de Limoges, il est un des 60 prêtres du diocèse. Une pénurie qui le contraint à multiplier les kilomètres pour aller à la rencontre de ses fidèles. Il est donc lui aussi persuadé que la solution passe par les médias. Depuis 3 ans, il est aussi directeur du Sillon,
un mensuel associatif tiré à 15 000 exemplaires qui diffuse une information chrétienne dans la région. Chaque paroisse a ses pages à elle, et on est vu et on voit les autres. Et ça, c'est très important. Je crois que RCF aussi, la différence des émissions fait que on s'entend entre chrétiens. C'est un peu les chrétiens parlent aux chrétiens, nos outils de communication. Et ça, c'est important de les développer. Et dans l'espace rural, aussi bien dans l'espace des villes, on a besoin de retrouver ce mode d'appartenance. Alors plus particulièrement dans des secteurs comme de la Haute-Vienne ou de la Creuse, où les gens vont être plus éloignés, peut-être des centres importants de vie. Eh bien, les outils de communication, c'est l'Église qui rentre chez eux. L'Église à domicile, cela pourrait être la profession de foi du Sillon comme d'RCF. En 10 ans d'existence et plus de 45 000 auditeurs chaque semaine, la radio a trouvé son rythme. Côté Sillon, de nouvelles rubriques plus généralistes devraient contribuer à rajeunir le lectorat. Voilà, faire rentrer l'Église à domicile par le biais des médias, par la radio, par ce journal Le Sillon. Pour vous, c'est une des solutions, la communication, le lien entre tous ces chrétiens? C'est extrêmement important. J'ai souhaité nommer le délégué épiscopal pour la communication, donc au conseil épiscopal élargi, de telle manière que le souci de la communication soit vraiment bien porté et qu'il soit relié à tous les autres grands dossiers du travail apostolique dans le diocèse. J'ai eu vraiment cette chance et cette joie en arrivant dans le diocèse de trouver une radio, de trouver plusieurs journaux paroissiaux, de trouver en matière de communication des choses qui fonctionnent. Alors c'est vrai que le Limousin, par certains côtés, a cette réputation d'être un petit peu en récession. On parle de problèmes démographiques, d'un vieillissement de la population, c'est réel. Mais en même temps, il y a des dynamismes, il y a des atouts, il faut quand même Parfois on dit sur souligner. place, c'est quand on n'est pas nombreux, c'est plus facile de mener des petits projets dynamiques et trouver des gens... Réellement. Par exemple, la Creuse, qui est un département, c'est vrai, un petit peu isolé, avec relativement peu de moyens humains, eh bien, c'est un département qui, finalement, ce qui constitue une zone du diocèse, et où on trouve certainement les réalisations les plus novatrices. Est-ce qu'on peut parler de laboratoire pour la mission en zone rurale? Oui, alors le mot laboratoire est peut-être ambitieux, mais je dirais en tout cas un lieu d'expérience. Et qu'est-ce qui vous marque précisément dans ces expériences? Eh bien, par exemple, la mise en œuvre du synode. Il y a eu un synode dans le diocèse de Limoges en 1985. Eh bien, on ne se pose plus la question de savoir comment on va regrouper les paroisses, comment on va agencer les territoires. Les chantiers ont été menés très tôt. Déjà fait. Peut-être parce que justement ce territoire a été affecté plus tôt par les questions qui se posent aujourd'hui dans notre diocèse. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui est acquis. La nécessité de se rassembler. Je pense par exemple aussi au travail entre les catéchistes. Il y a une bonne collaboration des différentes responsables de catéchisme. Il y a un rassemblement au niveau départemental, Caté-Creuse, chaque année. Il y a des initiatives missionnaires telles que 24 heures pour Dieu. Donc, de quoi s'agit-il? Une journée entière qui est donc déterminée en un lieu autour d'une église, avec la célébration de l'Eucharistie bien sûr, la proposition des autres sacrements, notamment la réconciliation, un temps de formation, des temps de prière personnelle ou communautaire, toute une dimension aussi caritative, la mise en œuvre de toutes les générations, tout le monde y est invité. Il y a aussi une part pour la convivialité, la détente. Et ces 24 heures se répètent à un rythme qui est pour l'instant encore pas trop soutenu, mais je crois que c'est une expérience qui est bonne. Que ce soit plus soutenu. Oui, parce que vraiment... pour revitaliser ce fameux tissu chrétien. Voilà, parce que ça met en route tous les gens dans leurs grandes différences. Toutes les générations sont concernées, les ruraux, les urbains, les gens de différents milieux, les gens de différentes sensibilités. Et ça, je crois que c'est l'Église qui se rassemble et c'est bon. C'est la communion dont on parlait tout à l'heure. Et ce qui se vit là, eh bien, est source de dynamisme nouveau, source d'espérance. Enfin, l'Église se manifeste, elle se rend visible, elle se renouvelle. Ceci dit, quand on parle d'évangélisation des espaces ruraux, vous n'hésitez pas à dire, Monseigneur Calice, que vous tâtonnez. Pour l'instant, c'est simple. Enfin, vous faites preuve de beaucoup de simplicité en le disant. Oui. Mais pour quelle raison vous avez cette audace de la simplicité, de la vérité, pour dire on n'a pas de solution
magique? Voilà, on m'a souvent demandé au tout début, quand je suis arrivé il y a 2 ans, alors quel est votre programme, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, écoutez, je n'ai pas de programme, ce que je vais faire, je vais commencer par regarder, je vais commencer par me promener un peu dans ces vastes territoires, par rencontrer des gens. Bien sûr aussi, j'hérite d'une solution, je n'ai pas d'une situation, moi je n'ai pas mes solutions toutes faites à apporter, simplement je dois prendre en compte aussi toute une histoire qui m'a devancé depuis bien longtemps. Alors quels sont vos points d'appui néanmoins? Alors, un certain nombre de points d'appui qui sont les communautés déjà constituées, déjà rassemblées, qui sont, je dirais, les permanents d'église, les chrétiens les plus engagés, les plus militants, qui sont bien sûr les prêtres, on l'a dit, mais aussi, il faut souligner, le rôle de très nombreux laïcs missionnés dans les paroisses et dans les relais, le rôle du diaconat. Donc il y a toute une armature sur laquelle, bien sûr, on peut déjà s'appuyer. Des services d'église qui desservent l'ensemble du territoire, qui ne sont pas du tout réservés à la ville de Limoges. Et puis, je crois, une très forte volonté de travailler ensemble et de se battre pour exister, pour diffuser la bonne nouvelle. Ça, oui, parce que justement, j'allais vous reposer la question, cette armature à la fois des paroisses, des services diocésains, à quoi bon? À quoi ça sert? C'est le soutien de la mission. Alors évidemment, ce n'est pas qu'une question, je dirais, de stricte organisation. C'est aussi de mettre à disposition des moyens surnaturels. C'est toute la question. C'est-à-dire c'est toute la question de l'accès au sacrement. C'est toute la question du rassemblement dominical pour l'Eucharistie. C'est toute la question également, je dirais, du renouveau du tissu humain de l'Église par l'accès au sacrement du baptême et de la réconciliation. Je crois que beaucoup de choses très fortes se vivent autour de la préparation des catéchumènes, autour de la confirmation des adultes. Il y a là une prise de conscience du rôle missionnaire des chrétiens et du rôle que chacun, par rapport à tous les autres, peut jouer pour grandir dans la foi. Est-ce que dans les années qui viennent, les temps vont être encore plus difficiles pour vous, de ce que vous voyez? Encore plus difficile supposerait qu'il soit déjà difficile. Alors je crois qu'effectivement, il y a des difficultés, mais c'est souvent comme ça que les chrétiens le vivent. Oui, c'est vrai, dans une certaine précarité, mais il y a vraiment beaucoup de... Est-ce que cette précarité va s'intensifier dans les années qui viennent pour vous? Peut-être par certains côtés. Je pense par exemple, on dit la difficulté qui est liée au petit nombre de prêtres. Peut-être encore une plus grande désertification, du moins une plus grande récession de la population et de certaines activités de service. C'est possible, mais il semble que l'espérance demeure et elle est absolument intacte. Du côté des mouvements et associations de fidèles, vous dites on est un peu en panne? Oui, je souhaiterais qu'on ne pense pas que le territoire. Quand on parle d'évangélisation, spontanément, on va penser les paroisses, on va penser l'organisation, les équipes pastorales, les conseils. Alors, tout ça, c'est très important, j'en suis vraiment très persuadé et je pense qu'on s'en est rendu compte dans le diocèse. Mais il y a aussi des réseaux, il y a aussi des personnes qui se connaissent par affinité, parce qu'elles ont une spiritualité commune, parce qu'elles ont un milieu social qui les met en relation. Et il me semble qu'il faut travailler à la fois les territoires, il faut travailler aussi les réseaux. Aujourd'hui, les appartenances sont multiples, donc il faut peut-être essayer de se trouver à des points de rencontre, à des points communs. Et je crois que les mouvements d'apostolat et de spiritualité offrent quelque chose à offrir. Ils peuvent offrir quelque chose et ils peuvent régénérer les fidèles qui s'y rattachent dans la foi, dans la vie de foi, dans l'intelligence de la foi et dans le soutien à la vie de foi par la formation et l'accès au sacrement. Donc l'évêque de Limoges a besoin des mouvements et des associations de fidèles. Le fidèle, il y croit très fort. Au terme de cette émission, 3 questions. D'abord, un coup de chapeau que vous aimeriez donner sur quelque chose qui vous a plu, que vous avez vu ces dernières heures, ces derniers jours. Un coup de chapeau, je crois qu'on peut finir comme on a commencé, c'est-à-dire par rendre hommage à Jean-Paul II et à tout ce qui s'est préparé et organisé autour de ce grand événement qui concerne toute l'Église universelle. Un lieu pour se ressourcer dans votre diocèse? Saint-Léonard de Noblat. Le centre spirituel. Centre spirituel, Jean 23. Un rendez-vous ou plusieurs rendez-vous diocésains qui comptent. Il y a bien sûr la confirmation des adultes le 11 juin, c'est à la cathédrale de Limoges. C'est vrai que c'est un vrai signe de cette cheminement dans l'initiation chrétienne. Et cette première visite pastorale à Guéret,
Première visite pastorale. Du 14 juin, première visite pastorale de l'évêque de Limoges dans son diocèse. Voilà, après tout un temps d'observation, eh bien, je vais visiter successivement les paroisses et j'ai choisi de commencer par la Creuse. Pourquoi ? Par une paroisse qui est importante numériquement, donc 40 000 habitants, un vaste territoire, et puis parce que nous sommes quand même un petit peu dans l'urbain, et pour moi, je crois que ce sera plus facile de me familiariser avec les différentes réalités, en commençant par, je dirais, le plus urbain du monde rural. Et juste un dernier mot, le mot de la fin, qu'attendez-vous des fidèles au cours de ces visites pastorales que vous entamez ? Eh bien, j'attends que nous puissions faire ensemble la communion dans l'Église. Un grand merci, Monseigneur Cali. Je rappelle que vous êtes donc évêque de Limoges. C'est une émission à voir et à revoir sur notre site internet. Merci pour votre fidélité et bien sûr, à la semaine prochaine.